Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Clément Terme. Il est historien, expert dans les pays du Moyen-Orient, notamment l'Iran. Il est également chargé de cours et l'auteur de 2 ouvrages, Téhéran-Washington, le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique chez Hémisphère et Idées reçues sur l'Iran, un pouvoir à bout de souffle, aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour Monsieur Terme et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va commencer par un peu remettre en contexte pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe en Iran. Donc depuis le 28 décembre, les Iraniens manifestent dans les rues aux 4 coins du pays. Cela avait commencé avec des mécontentements d'ordre économique face à la vie insupportablement chère et à l'inflation. Mais ça s'est poursuivi en revendications politiques. Les Iraniens demandent la fin du régime actuel. On dit que la situation s'est apaisée un petit peu depuis, mais on raconte aussi qu'il y a eu bain de sang, carnage de la part du régime en réponse aux protestataires. Quelle est actuellement la situation en Iran? Est-ce que vous en savez davantage? Oui, on est dans une situation en fait de sécuritaire, c'est-à-dire que le régime a dû déployer ses troupes, toutes ses forces de sécurité, donc il est vraiment au maximum de ses capacités répressives dans l'ensemble du pays pour reprendre le contrôle des rues. Donc ça, c'est un aspect, c'est la suite de la violence d'État. Parce que vous avez évoqué plusieurs milliers de morts, on saura le bilan sûrement très élevé à la suite du levage du blocage d'Internet national qui a été décidé le 8 janvier 2026 et qui n'a pas été complètement levé, même s'il y a eu quelques restrictions ces dernières heures qui ont été assouplies, notamment l'envoi texto, la capacité d'appeler depuis l'Iran vers l'étranger sur les lignes mobiles et les lignes fixes. Donc, il faudra voir, une fois que la coupure nationale d'Internet sera levée, selon des sources du régime, ça pourrait être pour le nouvel an iranien au mois de mars, pour Nowruz, vers le 20-21 mars, parce qu'ils attendent en fait les vacances. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois terrifiés à l'idée que le véritable bilan sorte du pays, parce que ça pourrait déclencher une intervention militaire américaine, puisque le président Trump a fait un lien entre le bilan de la répression et la possibilité d'une intervention militaire américaine, et aussi tout simplement, ils craignent tout simplement le retour des manifestants dans les rues, une fois que la dissuasion maximale des hommes en marbre armés dans les rues ne sera plus là, peut-être que de nouveau, vu que la situation économique continue à se détériorer, les manifestations reprendront. Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrive vraiment à la fin? Est-ce que le régime est à bout de souffle et que ce soit le point final de ce régime, à votre avis? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Alors, vous avez eu la gentillesse de citer mon ouvrage sur les idées reçues et le sous-titre était déjà un pouvoir à bout de souffle. Peut-être que j'enlèverai le point d'interrogation cette fois-ci, parce que le signal principal, c'est l'appel du dirigeant de l'opposition en exil, Reza Pahlavi, a manifesté le 8 janvier et qui a été suivi des faits dans les rues. Son appel à la grève n'a pas été complètement suivi. Par contre, son appel à manifester a produit des manifestations immenses. Et donc, le fait que ce soit le représentant de l'ancien régime qui déclenche ou qui accentue plutôt, parce que le mouvement populaire était déjà présent, ce mouvement populaire euh, traduit en fait l'échec de la République islamique, la fin d'un cycle historique. Et donc, si on ne peut pas donner la date de la fin de la République islamique, il semble que le statu quo est intenable, en tout cas sous cette forme actuelle, en raison des conséquences économiques de la survie de la République islamique. C'est-à-dire que le régime survit, mais cela se fait au prix de l'appauvrissement du pays, c'est-à-dire le pays sombre dans la pauvreté. Donc il y a vraiment, du point de vue de la majorité de la population, un sentiment d'incapacité à réformer ce système d'un côté, et de l'autre, on est prêt désormais à prendre des risques pour obtenir la chute du régime. Donc il semblerait que dans le temps long, on est face à un État zombie, ce qu'on appelle un État zombie en sciences politiques, c'est-à-dire que le régime survit, continue à garder ses caractéristiques idéologiques, l'appareil de sécurité reste cohérent pour l'instant, donc ils ont toujours une capacité à réprimer, mais il reste à prouver qu'ils aient la capacité à régler les problèmes économiques du pays. Et tant que le guide suprême est vivant, vu qu'il a construit son héritage idéologique, historique sur la détestation des États-Unis, il est peu probable qu'il accepte les conditions du président Trump, même si un accord avec les États-Unis permettrait de sortir l'économie du pays de cet état de déliquescence.
Cette instabilité en Iran, ça a des conséquences sur la région de façon générale et ça porte à inquiétude, notamment pour l'Arménie qui est à la fois un partenaire stratégique de l'Iran et l'Iran est un partenaire stratégique de l'Arménie et en même temps c'est le voisin direct de l'Arménie. Ici on se pose beaucoup de questions sur le futur de la région et l'instabilité, notamment par rapport à la route Trump qui a été négociée et qui a été mis en accord, qui est en accord avec les États-Unis et l'Azerbaïdjan. L'Arménie est en train à chaque fois de naviguer entre ces deux parties, entre les États-Unis et l'Iran. À votre avis, une instabilité croissante, un changement de régime, la fin de ce régime avant d'arriver peut-être vers une démocratie ou un nouveau pouvoir, quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'Arménie directement? Alors, on a vu déjà les conséquences pour l'Arménie lors de la guerre de 12 jours, au mois de juin, avec la route qui passe, donc la route terrestre et les camions. Il y a eu une interruption du trafic pendant quelques heures, quelques jours, au moment de la guerre de 12 jours, parce que une partie des denrées qui vont en Arménie transitent par les ports iraniens du Golfe Persique. Donc, effectivement, vous avez raison de mentionner qu'il s'agit d'une question de survie économique pour l'Arménie et que la relation avec l'Iran est fondamentale pour la stabilité de l'Arménie et donc l'Arménie a un intérêt à la stabilisation de la situation en Iran. Donc il pourrait y avoir des conséquences en cas de déstabilisation, c'est-à-dire un scénario du pire, le chaos, etc., la fragmentation du pays, mais ce n'est pas sûr que ça arrive. En tout cas, si un nouveau régime émergeait en Iran, euh, on voit aujourd'hui la principale alternative, c'est Reza Pahlavi. On sait que l'ancien régime, même si l'Arménie à l'époque était sous domination soviétique, même l'ancien régime avait de bonnes relations avec l'Union soviétique et il a annoncé dans sa conférence de presse qu'il pratiquerait ce qu'on appelait à l'époque l'équilibre positif, donc entre les grandes puissances. Donc l'Arménie n'aurait plus ce problème parce que l'Iran de l'ancien régime, ou en tout cas d'une instauration d'un régime qui défendrait les intérêts nationaux de l'Iran, et non pas un projet idéologique transnational, n'aurait pas cette tension permanente avec les États-Unis. Donc, de certains points de vue, ça pourrait aussi être une opportunité pour l'Arménie, puisqu'il a annoncé qu'il voudrait des bonnes relations avec l'ensemble des voisins. Donc, si ce scénario positif advient pour l'Arménie, ce sera un moindre mal. Mais c'est vrai que, en attendant, tant que l'appareil de sécurité est en place, l'opposition n'étant pas armée et le régime se présentant comme victime des manifestants, donc dans la guerre informationnelle, on peut s'attendre à des difficultés dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et c'est vrai que l'effondrement de l'économie iranienne n'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'Arménie, puisque l'Arménie a intérêt à avoir des relations positives avec l'ensemble de ses voisins. Mais tant que l'administration Trump est au pouvoir, avec cette politique de pression maximale, les sanctions, l'Arménie sera sous pression, effectivement, du fait de son rapprochement récent avec les États-Unis, parce que pour la République islamique, ce qui compte à travers l'Arménie, c'est la Russie. Et donc, en 91, le fait que la République islamique choisisse de construire cette amitié avec l'Arménie s'explique aussi par les choix russes. Et on a vu, lors de la guerre de 2020, quand la Russie a changé sa stratégie et s'est rapprochée plus de l'Azerbaïdjan, l'Iran a suivi. Donc, on voit qu'il y a une dépendance entre cette relation russo-iranienne et les dynamiques bilatérales arméno-iraniennes. Il y a d'autres, comme vous le savez, il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu ici, et c'est la Turquie et l'Azerbaïdjan. Vous l'avez noté pour l'Azerbaïdjan, mais c'est aussi la Turquie. On sait que ici, certains analystes arméniens estiment que toute déstabilisation majeure de l'Iran profiterait à l'Azerbaïdjan et à la Turquie en affaiblissant pour eux un acteur régional qui les limite dans les démarches qu'ils entreprennent contre l'Arménie. Est-ce que vous partagez cette analyse en fin de compte? Est-ce qu'on peut prendre aussi ces deux acteurs en compte? Est-ce que vous voyez déjà des signaux qui vont dans ce sens du côté de la Turquie, par exemple, ou de l'Azerbaïdjan? Alors c'est l'idée d'un Iran fragmenté et faible qui en fait servirait l'intérêt des autres puissances régionales. Et donc c'est pour ça que la Turquie se serait opposée, tout comme les pays arabes de la péninsule arabique, à la perspective d'une intervention militaire américaine. Oui, à court terme, probablement que cet affaiblissement de la République islamique, une République islamique qui finalement a son appareil de sécurité transnationale qui est focalisé sur les crises internes, permet à la Turquie, par exemple, de développer son agenda en Syrie ou
ou au Liban, ou prendre la place de l'Iran en tant que puissance régionale. Mais ça, c'est un reflux à court terme, parce que si un Iran, disons un État iranien qui défend les intérêts nationaux du pays émerge, cela pourrait également être positif pour l'ensemble des pays de la région, parce que la Turquie est très préoccupée aussi par les politiques iraniennes à l'échelle régionale. On l'a vu en Irak, notamment cette rivalité, dans la rivalité entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, dans la rivalité entre l'Arménie Et et l'Azerbaïdjan. l'Azerbaïdjan post-soviétique. On l'a vu aussi en Syrie, je l'ai mentionné. Donc la Turquie n'est pas non plus un soutien du régime à Téhéran. Donc elle observe et elle évalue les différents scénarios. Mais si vous regardez le cas de l'ancien régime, par exemple, avec d'excellentes relations avec la Turquie, le grand-père de Reza Pahlavi, Reza Khan, euh, avait pour modèle Atatürk. Donc, en fait, le changement fait peur, mais en même temps, l'émergence d'un Iran normalisé, nouvelle pour l'Arménie et pour la Turquie, parce que c'est vrai que personne dans la région fait vraiment de cette République islamique qui avait des ambitions au-delà de ses frontières. Donc, pour les pays voisins, cela a toujours été un problème. Même le côté prosélyte en Arménie, les réseaux iraniens, les migrants arméniens qui ont fui l'Iran, qui sont réfugiés en Arménie, les questions de l'achat de terre en Arménie aussi, même si l'Iran était un partenaire de l'Arménie, il y avait quand même des inquiétudes aussi en Arménie vis-à-vis de la République islamique. Donc c'est vrai que la fin d'un régime théocratique qui a une ambition transnationale peut susciter des peurs à court terme ou des effets d'aubaine que vous mentionnez, mais l'État iranien est ancien, donc tout le défi, je pense, pour les États de la région, c'est de s'assurer qu'on n'assiste pas au scénario irakien ou afghan, et que s'il y a un changement politique de fond, de l'État soit préservée et que les dimensions idéologiques de la République islamique soient annulées finalement et deviennent un souvenir historique, tout comme le fut l'URSS pour la Russie. Vous avez souvent donc souligné le nom de Reza Pahlavi, qui était donc l'ancien régime, mais aussi une monarchie. Est-ce que vous pensez réellement que il est le bon candidat pour la suite après le régime théocratique iranien actuel? Alors, c'est une question très complexe parce qu'il y a une mémoire fracturée. Donc, il y a les mouvements de gauche qui s'opposent à ce retour parce qu'ils ont combattu les mouvements de gauche iraniens, notamment les communistes, les gauchistes, mais aussi des libéraux. Donc, c'est vrai qu'il ne fait pas du tout l'unanimité puisque certains groupes d'opposition ont combattu l'ancien régime, tout comme ils ont combattu la République islamique. Donc, il a des obstacles et aussi le fait qu'il soit appelé depuis notamment son appel suivi du 8 janvier, qui devienne un leader avec une minorité importante populaire qui le soutient à l'intérieur des frontières de l'Iran, en fait aussi a changé son approche des autres mouvements d'opposition puisque maintenant il s'adresse directement au peuple en disant qu'il est en contact direct. Donc c'est vrai qu'il y a cette inquiétude au niveau de certains mouvements d'opposition iraniens, mais ce qui est de la politique étrangère ou de la politique régionale, tous les Iraniens la saluent. C'est-à-dire que c'était une politique étrangère qui défendait les intérêts économiques du pays. L'Iran avait dans l'ensemble, après les accords d'Alger de 1975 avec l'Irak de Saddam, de bonnes relations avec l'ensemble des pays voisins. Même l'URSS, c'était très peu connu, mais à partir de 1962, l'ancien régime a développé de relations tout à fait cordiales avec l'URSS, qui était un des principaux partenaires économiques de l'ancien régime, avec même des coopérations militaires, des discussions dans le nucléaire, un projet d'acérie, notamment à Isfahan. Donc, c'était pas la caricature d'une marionnette des Américains qu'on en a fait après la Révolution. Il y avait aussi cette idée de la sécularisation, donc la séparation de la religion et de la politique, qui est très populaire, notamment dans les jeunes, la génération Z en Iran, et le succès économique de l'ancien régime. Donc ce sont ces trois points forts, mais c'est une nostalgie. C'était une autre époque, c'était la guerre froide, c'était un autre moment, et le prince héritier n'a jamais exercé de fonction dans cet ancien régime. Il a quitté l'Iran peu avant ses 18 ans, et avant la révolution. Et donc, il est à la fois neuf, mais en même temps, il n'a pas d'expérience politique significative du fait qu'il est en exil, qu'il n'y a pas d'espace politique en Iran, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi cette inquiétude du fait qu'il a vécu à l'extérieur des frontières du pays pendant plusieurs décennies. Donc, c'est à la fois une force parce qu'il n'a pas collaboré avec le régime de la République islamique, mais c'est aussi une faiblesse en raison
de son éloignement des affaires du pays pendant toutes ces décennies. Donc, c'est en tout cas aux Iraniens de décider. Donc, pour l'instant, la question est prématurée. C'est surtout un débat que l'on a en Occident, puisque l'appareil de sécurité, encore une fois, ne s'est pas effondré. Et donc, il y a des risques quand même que la violence d'État perdure, reprenne une fois que la chape de plomb numérique et sécuritaire sera relâchée par le régime, parce que le coût économique de cette chape de plomb n'est pas soutenable. Il y a des pertes, on parle dans la presse iranienne de 20 millions d'euros par jour, on parle de plusieurs milliards si la coupure nationale se prolonge jusqu'à Nowruz. Donc pour des raisons de survie économique, le régime ne pourra pas maintenir cet état de répression pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Merci Monsieur Terme pour cette interview. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.